La créativité d'un studio de développement est toujours soumise à de multiples contraintes. Les ambitions de départ sont tôt ou tard confrontées à la réalité, obligeant les développeurs à faire des concessions faute de temps et de moyens. Pourtant, certaines productions parviennent à transformer ces contraintes en force. Ce fut le cas pour Die Hard Trilogy, né d'un incroyable concours de circonstances. L'histoire de Die Hard Trilogy débute au milieu des années 90, lorsque le studio britannique Probe Entertainment, habitué des jeux à licence, obtient les droits d'exploitation du film Une journée en enfer, alias Die Hard with a Vengeance, le troisième épisode de la saga cinématographique mettant en scène le personnage de John McClane, interprété par Bruce Willis. Sauf que les développeurs vétérans du studio sont occupés à peaufiner Alien Trilogy, et il n'est pas question de les affecter à un nouveau projet. Le patron de Probe, Fergus McGovern, fait alors le pari de confier le développement du jeu Die Hard à de jeunes programmeurs inexpérimentés. Le temps est compté, le jeu doit être réalisé en 18 mois. Sans compter que les développeurs se heurtent à un autre problème de taille, ils n'ont pas accès au scénario du long métrage. Ne sachant donc pas trop ce qu'il y aura dans le film, l'équipe décide de réaliser différents prototypes de gameplay à base de courses-poursuites et de fusillades, s'inspirant des éléments présents dans l'ensemble de la saga cinématographique. Malheureusement, les pontes de la Fox ne sont pas convaincus que ces séquences formeront une bonne adaptation de Die Hard with a Vengeance. Fergus McGovern va alors proposer une idée folle. Plutôt que de réaliser un jeu basé uniquement sur le troisième film, pourquoi ne pas adapter la totalité de la trilogie cinématographique ? L'idée séduit la Fox, et les prototypes réalisés sont associés chacun à un film de la série. Action à la troisième personne pour Die Hard, jeu de tir en vue subjective pour Die Harder, et course-poursuite à bord d'un véhicule pour Die Hard with a Vengeance. La première partie, consacrée à Piège de cristal, invite donc le joueur à traverser les différents étages du Nakatomi Plaza en sauvant un maximum d'otages. Comme dans n'importe quel jeu d'action, le héros dispose d'un arsenal assez large et pourra ramasser différents items comme des munitions, un gilet pare-balles ou de la santé. Malgré une maniabilité perfectible, une action répétitive et une ambiance musicale peu inspirée, cette première section offre un gameplay efficace et propose des animations spectaculaires particulièrement réussies. Pour atteindre ce résultat, Probe a transformé, le temps de quelques après-midi, une église en studio de motion capture et a fait appel à 2 cascadeurs de la BBC pour réaliser les mouvements. La seconde partie du jeu, inspirée par 58 minutes pour vivre, est un jeu de tir en vue subjective à la manière de Virtua Cop, un titre qui compte de nombreux fans au sein de l'équipe. Le joueur débute son périple dans l'aéroport avant de le poursuivre à bord d'un scooter des neiges ou dans une église. Pour se défendre, John McClane peut compter sur un arsenal complet allant du pistolet de base à la mitraillette, en passant par un bon vieux lance-roquettes. Comme pour Piège de cristal, il faudra terminer les niveaux en sauvant un maximum d'otages. Si ces phases de tir ont marqué les joueurs, c'est en partie grâce à un premier niveau exceptionnel. La musique au piano, le moteur de destruction des décors, la mise en scène, tous ces éléments participent à l'immersion. En dépit de certains niveaux moins inspirés, ce shoot s'inscrit pleinement dans l'univers de Die Hard. Pour l'anecdote, les faciès des ennemis ne sont autres que les visages scannés des développeurs. La troisième et dernière section est sans doute celle qui s'inspire le moins de la trilogie. Comme les développeurs n'avaient pas accès au scénario complet du film Une journée en enfer, ils n'ont pu se baser que sur les quelques indices présents dans le synopsis d'origine. John McClane doit foncer à travers les rues de New York pour détruire les bombes avant que celles-ci n'explosent. Les niveaux qui font office de contre-la-montre obligent le joueur à se précipiter en utilisant différents stratagèmes pour parvenir à son but. Conduite de différents véhicules, obtention de bonus de temps, utilisation du trafic et notamment des ambulances pour se frayer un chemin, tous les moyens sont bons. De tous les gameplays mis en place pour Die Hard Trilogy, Une journée en enfer est celui qui a demandé le plus d'efforts. Il a fallu modéliser les différents immeubles de la ville, mais aussi le métro ou Central Park. Comme le reste du jeu, cette phase est d'une violence si exagérée qu'elle en devient comique, même si elle a aussi conduit certains pays comme l'Allemagne à bannir le jeu. Les autorités ont en effet jugé amoral le principe d'essuyer l'hémoglobine des passants avec ces essuie-glaces. Sans être particulièrement impressionnant sur le plan technique, Die Hard Trilogy s'est montré à la hauteur des ambitions de Probe. Qualifié de jeu 3 en 1 lors de sa sortie à l'été 1996, il a séduit de nombreux joueurs et demeure un titre marquant de l'ère 32 bits. Les 2 millions d'unités écoulées pousseront la Fox à mettre une suite en chantier. L'équipe de développement, quant à elle, a malheureusement fini au bord de la dépression nerveuse, épuisée par un développement aussi épique que chaotique, et s'en est allée vers d'autres horizons. Réalisé par N-Space, Die Hard Trilogy 2 arrive dans les foyers durant l'année 2000.
Cette fois, il n'y a qu'un seul scénario, séparé en 3 genres distincts. Sans surprise, on retrouve le tir à la 3e personne, le shoot en vue subjective et la phase de course. L'histoire se déroule à Las Vegas et met évidemment en scène John McClane aux prises avec des terroristes. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur du premier Die Hard Trilogy et la désillusion est de taille. Les graphismes sont totalement dépassés pour l'époque et le manque d'inspiration est flagrant du début à la fin. Plus lent, moins dynamique et perfectible à tous les niveaux, le jeu s'avère désespérément générique et ne laisse aucun souvenir. Confronté à des jeux bien plus efficaces, Die Hard Trilogy 2 a disparu dans les tréfonds des mémoires et les ventes, très en deçà des estimations de la Fox, ont mis un terme à la courte série Die Hard Trilogy. Mais heureusement pas aux escapades de John McClane en jeu vidéo. Impossible en effet de consacrer un épisode de Retro & Magic à Die Hard sans mentionner le first-person shooter Die Hard Nakatomi Plaza, sorti en France sous le titre Die Hard Piège de cristal, qui propose aux joueurs de revivre à la première personne les événements du premier film. Développé par Piranha Games, le jeu possède un gameplay très classique, voire même un peu basique et des graphismes datés. Il parvient toutefois à restituer fidèlement l'atmosphère du long métrage. Le joueur ressentira même la solitude et la vulnérabilité de John McClane, seul contre tous. Il ne pourra transporter que 2 armes à la fois et mourra rapidement s'il se retrouve aux prises avec plusieurs ennemis. Pas question donc de la jouer cow-boy, n'en déplaise à Hans Gruber. Les thèmes musicaux, basés sur ceux de Michael Kamen, aident également à se croire en plein thriller des années 80. Petite touche sympathique, les 3 niveaux de difficulté proposés sont nommés Die Hard, Die Harder et Die Hard with a Vengeance. Il est amusant de noter que bien que le jeu soit sous licence officielle de la Fox, les développeurs n'ont pas pu utiliser les traits de tous les acteurs du film, pour des questions de droit à l'image. Seuls certains personnages ressemblent à leur version cinématographique. Quant à John McClane, on ne voit jamais son visage, même sur la boîte du jeu. Du côté des voix, seul Reginald VelJohnson reprend son rôle du film, celui du sergent Hal Powell. Le plus intéressant avec Die Hard Nakatomi Plaza, c'est en fait son développement. Le jeu devait d'abord être un mode réalisé par des fans, d'abord pour Duke Nukem 3D, puis pour Half-Life. Les modeurs avaient même réussi à s'infiltrer dans la Fox Plaza, la vraie tour ayant servi de décor au film, afin de faire des repérages pour offrir des environnements les plus réalistes possibles. Finalement, l'équipe de fans forma un vrai studio de développement, Piranha Games, et le mode devint un projet professionnel qui sera signé par Sierra et réalisé avec le moteur LeadTech. Une belle histoire, d'autant que Piranha Games existe toujours aujourd'hui, on leur doit notamment MechWarrior Online. Avec le premier Die Hard Trilogy et l'épisode Nakatomi Plaza, on peut dire que les exploits vidéoludiques de John McClane sont plutôt agréables. Avec le recul, l'équipe de Die Hard Trilogy regrette tout de même d'avoir quitté le studio Probe et donnerait tout pour revenir en arrière. Avec les têtes pensantes de l'épisode original, nul doute que la suite aurait subi un meilleur traitement. Mais dans la vie, comme dans le développement d'un jeu vidéo, on ne peut malheureusement pas tout contrôler.